Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast dédié au partenariat. J'aborde cette question avec Loïc Capito, qui est le cofondateur de l'entreprise gabonaise de géolocalisation POSI. Loïc nous partage les bonnes pratiques à adopter dans le choix et le maintien des relations que tout entrepreneur devrait tisser avec ses partenaires. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. Bonjour Loïc. Bonjour Cédric. Merci de me recevoir dans tes locaux aujourd'hui. Je t'en prie. Très beau bureau. Je pense que c'est le genre d'endroit où on a souvent envie d'être passer sa journée de travail. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à travailler, donc c'est mieux que le cadre soit propice et zen. Tout à fait. Alors voilà, donc je suis venu aujourd'hui pour qu'on discute de partenariat dans le cadre du podcast. D'abord, c'est un peu de coutume. J'aime bien demander aux gens de se présenter même brièvement, pour que ça permet à nos auditeurs de pouvoir un peu situer les types de personnes qui vont dire des choses, qui vont proposer des choses. On ne va pas se lever un matin et venir dire ouais, on va faire ci, ça, sans avoir forcément de l'expérience. Donc, c'est qui Loïc Capito? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Loïc Capito, gabonais, Ok. afro-optimiste, afro-engagé, chrétien. Ok. Les valeurs sont importantes pour moi et je pense que la raison d'être de ce qu'on fait au quotidien, dans le travail, dans la famille, doit être déterminée par ces valeurs. Donc, je suis quelqu'un d'assez conscient de ce pourquoi je suis là. Et ce que je fais au quotidien, donc, c'est être tech entrepreneur, un dirigeant d'une start-up aujourd'hui qui s'appelle POSI. D'accord. Avec une expérience également dans le marketing, la communication, via Touch Innovative, qui est une agence que je dirige depuis 2015. Ok. Donc, ce sont mes deux principales activités dans la vie de tous les jours. Je suis père aussi d'une jeune fille de 7 ans, que j'essaie d'initier aussi à la technologie, avec qui je passe beaucoup de temps à faire des Legos. Ok. Et à côté de ça, j'aime le sport, j'aime le tennis particulièrement, que je pratique assez régulièrement, pas autant que je le souhaite, mais souvent. Ok. Et j'aime beaucoup la lecture, les penseurs africains et tous ceux qui sont engagés pour que notre continent trouve sa place dans le concert des nations. D'accord. Alors, on va aller directement. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment partager ton expérience, sachant que ce type de contenu, pour moi, il est orienté vers des personnes qui sont déjà des entrepreneurs, mais aussi pour des personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ont soit une idée, qui ont soit des moyens financiers, mais qui n'arrivent pas déjà à se lancer, ou même quand ces personnes se sont lancées, elles ont souvent des difficultés à faire développer leur entreprise, et parfois c'est lié au partenariat. Et donc, moi, le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est comment tu penses qu'un entrepreneur sans renommée, sans grande expérience, peut s'en sortir lorsqu'il souhaite étendre son activité ou simplement lancer son activité en s'appuyant sur des partenaires? Alors, c'est vraiment un très bon axe. Je ne m'attendais pas trop à cette orientation dès le départ, mais dans une stratégie d'entreprise, les partenariats sont effectivement un aspect très important. Okay. Je pense que les entrepreneurs, dans leur modèle économique, sont très vite conscients qu'il faut avoir des partenaires solides. Ça peut être des partenaires de services comme des prestataires avec qui on travaille, ça peut être des partenaires commerciaux avec qui on va pouvoir développer des logiques complémentaires. Il y a différents partenariats. Pour l'expérience qui est la nôtre chez POSI, nous avons deux types de partenariats. On a d'abord un partenariat technique très fort puisque nous proposons un service tech qui repose sur de l'IoT, donc des objets. Et il faut que ces balises qu'on utilise tous les jours pour faire du tracking, parce que c'est notre métier de base, c'est vraiment la télématique. On propose à nos clients d'analyser l'activité de leur véhicule. Et il faut pour ce faire que chaque véhicule soit équipé de boîtiers. Alors, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des électroniciens. Donc, on a un partenariat fort avec justement un électricien qui est en charge de cette partie-là, équipement. Donc, c'est indispensable en fait pour notre activité.
J'aime beaucoup parler de ce partenariat-là parce qu'il repose sur d'abord la compétence technique, sur la complémentarité, se comprendre, sur l'exigence qu'on a, nous, en termes de qualité aussi, parce que on a un cahier de charge qu'on a dressé et qu'on a partagé avec un certain nombre de personnes avant de choisir ce partenaire. Et donc, c'est un partenariat, j'ai envie de dire, vital pour l'entreprise, parce qu'il faut vraiment qu'il soit fort, que les équipements soient de bonne qualité, d'une part, et qu'ils soient bien placés. Donc, déjà, je pense qu'on peut cartographier des partenariats sur le volet technique et s'assurer que, en fait, le partenaire avec lequel on va travailler, vers qui on va aller, partage non seulement les valeurs, mais l'exigence que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on a. Quelque part, si on est exigeant avec soi-même, il faut appliquer à nos partenaires la même exigence, sans quoi il y a un défaut d'un côté ou de l'autre. Ouais. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un aspect critique. C'est vraiment les valeurs d'un côté, l'exigence de qualité qu'on se fixe. Dans notre domaine, il y a des enjeux derrière. Un équipement mal placé, ça peut être un véhicule qui tombe en panne, ça peut être un accident sur la route, ça peut être des choses très graves. Donc, vraiment, la qualité doit être au rendez-vous. Mais je pense à ceux qui se lancent, par exemple, dans l'alimentation, qui peuvent avoir, pour le côté peut-être emballage, des risques aussi graves à la santé. Donc, je pense qu'il faut s'aligner sur des exigences de qualité très fortes pour les partenaires qui nous accompagnent durablement, pour qu'on puisse délivrer ensemble un produit viable. Ensuite, nous avons des partenaires qui vont nous aider à augmenter notre chiffre d'affaires, qui vont nous aider à toucher d'autres clients. Et à ce moment-là, il faut se poser des questions sur ce que nous apportons à ces partenaires. Est-ce que nous sommes capables d'apporter de la qualité sans être une grande marque, sans être un acteur de référent? Quand on a un produit qui fonctionne bien, qu'on a éprouvé, pour lequel on est sûr d'avoir eu déjà beaucoup de retours positifs de nos propres clients, je pense qu'on amène cette assurance-là à nos partenaires. Parce que le partenariat commercial part d'une complémentarité. Nous prenons par exemple des financiers avec qui nous travaillons, qui ont besoin de sécuriser leurs actifs. Leur métier, ce n'est pas de faire du tracking, leur métier, c'est d'apporter du financement pour des entrepreneurs ou des particuliers. Mais ils ont besoin de quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée. Et à ce moment-là, nous, on arrive avec un produit qui vient compléter leur proposition de valeur. Et quelle que soit la renommée en fait, de la marque, ce qui est important, ce n'est pas tant qui on est à ce moment-là, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on propose. Ouais. Est-ce que ce qu'on apporte permet à ce partenaire d'aller plus loin dans ce qu'il va proposer à son service ? Est-ce que ce qu'on apporte permet à ce partenaire de fidéliser son client ? Est-ce que ce qu'on apporte permet d'améliorer la relation qu'il a avec son client ? Et là, la pertinence vient naturellement, j'ai envie de dire, sceller le deal. Ouais. Parce que justement, on n'est pas tant sur un positionnement de « je travaille avec le meilleur de tel domaine », on est plutôt sur « j'apporte à mon client une valeur qu'il n'avait pas quand je lui délivrais mon produit tout seul ». Ouais. Donc nous, on travaille beaucoup sur ces arguments-là, de façon à ce que, en nous adressant à des secteurs spécifiques, on soit sûr qu'on apporte à ces partenaires-là des arguments, des preuves et un fonctionnement qui va les amener à avoir un positionnement plus qualitatif. D'accord. Aujourd'hui, la concurrence sur le marché, on se bat sur notre petit marché gabonais, on sait que les clients sont rares, donc pour les fidéliser, il faut innover. Il faut apporter des choses qui ne se trouvent pas chez le voisin. Et souvent, ça passe par un partenariat. D'accord. Il faut s'assurer qu'on apporte cette valeur-là. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit dès le départ. On est petit, mais on a une compréhension de l'enjeu final d'un propriétaire de véhicule. D'accord. Ce qui fait qu'en s'adressant à quelqu'un qui finance un véhicule, à quelqu'un qui sécurise un véhicule, à quelqu'un qui contrôle un véhicule, en fait, Posi vient apporter une valeur ajoutée. D'accord. Et c'est sur ça qu'on communique, et c'est avec cette approche expérience client qu'on s'approche de nos partenaires, et quand les intérêts sont convergents, en fait, ça se fait tout seul. D'accord. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir des partenariats avec des concessionnaires automobiles, avec des leasers, des gens qui font de la location longue durée, avec des établissements financiers, avec compagnies d'assurance. Donc, c'est différents domaines d'activité, en fait. Tout à fait.
mais à chacun d'eux, Posi propose une plus-value qui fait D'accord. que le client final est content via son assurance d'avoir un service en plus, via son concessionnaire d'avoir un service en plus. Et c'est ce bénéfice-là, finalement, qui justifie le choix de Posi par rapport à une autre marque. D'accord. Et donc, du coup, si tu veux résumer ça, ce que tu viens de dire, tu vois, c'est-à-dire la valeur ajoutée que tu apportes à tes clients ou à tes partenaires, si tu dois le résumer par rapport à quelqu'un qui se lance, c'est quoi, en fait, selon toi, les 3-4 éléments de discussion? Ça peut être pour de la valeur ajoutée qu'on veut prouver à un partenaire, ou ça peut être pour simplement la disponibilité qu'on a par rapport à notre service à ce partenaire. Voilà, toi, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui seraient les clés, en fait, de la négociation d'un partenaire selon le type de partenaire que tu as évoqué? Je pense qu'il faut réfléchir en se projetant, c'est-à-dire que le partenaire, avant d'être un partenaire, c'est d'abord une entreprise qui a des clients. D'accord. Donc, la réflexion que tout entrepreneur a déjà quand il lance son business, c'est quel problème je viens résoudre en propre. Ce qui fait que naturellement, on développe un produit qui vient résoudre de telle ou telle façon un problème. Je disais tout à l'heure, une fois qu'on a dépassé l'horizon de ses clients directs, en s'intéressant aux clients d'autres personnes ou d'autres catégories, la réflexion doit être la même. Donc, je pense que le premier critère, c'est vraiment qu'est-ce que je viens résoudre, qu'est-ce que j'apporte comme solution. Une fois que j'ai trouvé ces éléments-là, j'ai mon mix, c'est-à-dire mon produit a un coût, mon produit a des conditions d'accès. Qu'est-ce qui va justifier que je vais choisir, par exemple, de modifier mon prix ou de modifier les conditions d'accès de mon produit à ce partenaire? Ça va être essentiellement le volume que j'attends. Si j'attends, je donne un exemple, j'ai 100 clients naturellement, ce partenaire peut m'en apporter 200, eh bien, je vais considérer que ces 200 valent l'effort de changer telle ou telle caractéristique de mon produit. Ouais. Voilà. Si mon client a besoin mon partenaire a besoin d'une spécification particulière, le volume qu'il m'apporte justifie que je puisse changer un peu mon produit. Tout à fait. Donc à ce moment-là, le critère, ça va être le volume d'affaires espéré et puis ce qu'on est prêt finalement à changer dans notre propre façon de délivrer le produit. Ok. Un autre critère, ça peut être également côté expérience client, justement. J'ai l'habitude de délivrer mon produit de telle façon. Le partenaire me propose une autre façon de le faire. Est-ce qu'en l'adoptant, je gagne ou je perds? Donc, ça peut être aussi un questionnement qu'on se pose. D'accord. Nous avons l'habitude d'aller vers le client, par exemple pour les installations. Je donne des exemples concrets pour qu'on se projette. Oui. Quand on a décidé de faire Posi, on s'est dit, voilà, l'expérience de ce genre de produit, il faut qu'on puisse l'assimiler à l'expérience Canal. Canal+. Oui. Canal+, on paye son abonnement. Quand on part en vacances, on arrête de le payer. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de l'abonnement. On n'est pas là. Ouais. Voilà. Donc, notre modèle, c'est un modèle d'abonnement sans engagement. Ce n'est pas un contrat ferme, sauf sur des très gros volumes où on a négocié un prix. Mais en général, vous consommez du Posi en fonction de votre propre activité. D'accord. Donc, vous êtes un loueur, vous travaillez 6 mois dans l'année, vous allez payer 6 mois d'abonnement. Ouais. Rien ne justifie que vous payiez les 6 mois où vous n'avez pas d'activité, par exemple. Ouais. Vous voyez ? Donc, on a cette façon de délivrer notre service. Et on va installer chez le client. D'accord. Donc, voilà l'expérience client classique. Nous avons un partenaire qui, lui, veut amener du trafic dans son lieu de vente et propose plutôt de mettre en place un centre d'installation chez lui. Et donc, ça veut dire qu'on va changer notre façon de délivrer Posi. Il va dire à ses clients à lui, venez chez moi pour installer et vous aurez accès à Posi, etc. Donc, nous, ça nous fait modifier notre parcours client. D'accord. Mais on le fait parce que notre partenaire attend un autre bénéfice et parce qu'on gagne également en exposition chez ce partenaire. Vous voyez ? Donc, ce sont des réflexions comme ça. De façon concrète, on a une façon de délivrer le produit qui peut changer, mais positivement, pour que la marque finalement gagne et que les deux entités qui s'associent trouvent un bénéfice commun.
D'accord. C'est vraiment cette logique-là. Il faut prendre tous les aspects en fait dans le partenariat de ce qu'on attend en termes de gains. On attend des gains d'image, on attend des gains de prix, et tous ces points doivent être un peu dans la tête de l'entrepreneur. Ouais. Je me rapproche de telle entité pour quelle raison? Et si je ne gagne pas d'un point de vue financier, est-ce que je ne gagne pas en termes de réputation? Est-ce que je ne gagne pas en termes d'expérience client? Ce sont des éléments qui comptent énormément. Tout à fait. Tu mentionnes le fait de devoir, à certaines mesures, faire évoluer son produit. C'est sûr que c'est de façon qualitative. La question que j'aurais, c'est quoi finalement la barrière? C'est-à-dire que si tu as un type de service, mais que tu veux avoir accès à un partenaire, à quel moment tu te dirais, OK, mon service de base, c'était celui-là. J'ai envie d'avoir accès à ce très, très gros partenaire. La limite que je ne vais pas franchir, c'est ça. C'est quoi les risques en fait? Alors, je pense que le premier risque, d'abord, c'est la viabilité. D'accord. Quand on se lance dans les affaires, le critère fondamental, c'est je dois exister dans 100 ans, dans 200 ans, donc je dois être viable. On n'ouvre pas une entreprise pour la fermer dans 2 ans, dans 3 ans. Donc il y a toujours ce risque, en fait, pendant qu'on fait des choix stratégiques, que ces choix aient des coûts et que finalement on se retrouve perdant. Je donne un exemple, je me suis lancé dans la distribution épicerie fine pour un type de client. Je vais m'attaquer maintenant à la grande distribution pour faire des gros volumes, etc. Ouais. Vous voyez Ouais. là, il y a un changement radical du modèle économique qui peut, du jour au lendemain, mettre l'entreprise en danger parce qu'on n'a pas forcément la trésorerie pour suivre. Et il y a plein d'autres risques qui viennent derrière. Donc, il faut se poser la question, est-ce que la modification de mon offre dans la façon dont je distribue mon produit ou dont je le market ou dont je le package, est-ce que ce partenariat va m'amener à ne plus être viable? Oui. Voilà, c'est très important parce que on peut se dire effectivement c'est intéressant de travailler avec des grosses, parce qu'on parle de ça, hein, on a toujours l'ambition de travailler avec des grosses maisons, avec des grandes marques, mais parfois l'exigence de ces marques peut nous amener à finalement péricliter. Tout à fait. Je vais m'adapter, par exemple, pour pouvoir délivrer mon produit essentiellement à des grosses maisons, mais ces maisons payent à 60, 90 jours. Ma trésorerie ne me permet pas de tenir. Pendant tout ce laps de temps où je ne délivre pas des clients qui payent au comptant, eh bien, je me retrouve en danger parce que j'ai plus de flux et je peux fermer, en fait, finalement, parce que j'ai plus d'argent pour mes salariés, j'ai plus d'argent pour payer mes abonnements et l'entreprise, finalement, n'est plus viable. Ouais. Parce que mon fonds de roulement, il est complètement éteint. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses-là et surtout, je pense, intégrer les partenariats dans sa stratégie de développement. Il y a des moments favorables pour que ces partenariats-là soient réalistes et il y a des moments où c'est peut-être un peu trop tôt. Et nous, on a cette culture un peu, je garde ça toujours à portée de vue, on a nos objectifs trimestriels. Et dans ces objectifs-là, qui sont un découpage de ce qu'on se fixe chaque année, on a, par exemple, pour les partenariats, on a un objectif annuel. L'objectif, c'est d'avoir un partenaire dans tel domaine cette année. Donc, on sait qu'on l'a intégré dans notre stratégie. On sait que pour le faire, on a besoin d'avoir tel élément qui soit prêt, telle ressource financière, tel stock de produits, etc. Tant qu'on n'a pas ces préalables, on ne va pas aller vers le partenaire. Pour ne pas se mettre en danger. Mais dès que les préalables sont rassemblés, eh bien, on va vers le partenaire. Un des préalables auxquels on ne pense pas forcément, c'est la crédibilité. Je suis une petite boîte. Qu'est-ce qui fait ma crédibilité quand je vais m'approcher d'une grosse entité? Chez nous, par exemple, on a un indicateur, c'est le nombre de véhicules qu'on est capable de suivre. Avant d'aller vers une grosse entité, on s'était dit, il ne faut pas qu'on aille vers un gros partenaire, par exemple, qui a lui-même déjà 500 véhicules, sans que nous en ayons nous-mêmes 500. D'accord. Tu vois, parce que l'image est importante. J'arrive, bonjour, on peut travailler avec vous. Vous avez combien de véhicules? Là, on en a 70. Lui, il en a 500. Il nous regarde comme étant insignifiant parce que ce n'est pas comparable. Par contre, le même discours, la même scène, 7-8 mois plus tard, en ayant fait l'effort d'acquisition, bonjour, on arrive, on a 650 véhicules. Lui, il en a 500. On parle d'égal à égal. On reste petit,
en termes de travail, d'exécution, de trésorerie, mais on est comparable à son propre volume à lui. Ouais. Et là, la discussion de partenariat est différente parce qu'on a une perception qui est différente. Parce qu'il comprend qu'on a la capacité de gérer un volume similaire au sien. Et donc, dans la négociation même, déjà, ça rééquilibre un peu le rapport de force. C'est important. Donc, Ok. la stratégie, c'est quand est-ce que je suis prêt à aller vers tel type de partenaire pour ne pas me précipiter, pour gérer les choses avec sérénité et m'assurer que les préalables que moi-même j'ai fixés soient atteints. Et là, les équipes travaillent dans la même direction. Vous voyez ? J'ai dit ici en interne à mon responsable commercial à l'époque, ne va pas vers telle grosse maison. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on n'a pas les épaules, on n'a pas l'image. On ira vers eux au moment où nous aurons tel volume et pas avant. Ouais. Et ça s'est fait naturellement. D'ailleurs, c'est ce partenaire qui est venu vers nous. Ouais, tu vois, ça a été en fait un très bon learning pour nous, parce qu'on l'avait inscrit dans nos stratégies et on a attendu sereinement le moment où on savait qu'on avait la capacité critique de gérer les problèmes de ce type de partenaire. Et donc, quand on s'est assis pour discuter, c'était une toute autre approche. Ok. Voilà, c'était pas le petit poussé qui vient insister pour travailler avec le tout à grand, fait. c'était vraiment vous avez de l'expérience, vous avez déjà fait vos preuves, nous on est gros, on a tel sujet, est-ce que vous pouvez ? Et là, on discute sur un tout autre ordre de négociation. Ok, tout à fait. Et donc, du coup, si tu résumes en fait les bonnes pratiques que vous avez eu à adopter en termes de partenariat, de mise en place de partenariat, quels sont, selon toi, les facteurs clés de succès ? C'est-à-dire qui vous a permis, donc tu disais, on attend d'avoir une certaine taille critique pour discuter d'égal à égal, par exemple, avec un partenaire. Si je devais résumer, quelles sont les bonnes pratiques en fait, à avoir en tête finalement ou à maîtriser pour se dire, OK, si je dois faire partie de mon activité de 3 à 5, sachant que mes partenaires sont aussi importants pour faire en sorte que mon activité croît, il faudrait que je fasse X, Y, Z. J'ai une petite entreprise, j'ai une start-up, je développe des applications. Par exemple, je n'ai pas la capacité de me prendre un gros serveur pour pouvoir attaquer un type de marché parce que je ne pourrais pas stocker les données. Comment est-ce que je m'y prends pour pouvoir... tu vois. Je pense que la première des choses, c'est ça. En fait, bien maîtriser son modèle économique. D'accord. Pour les startups, c'est particulier parce que on dit souvent que nous sommes dans un domaine, le domaine de la scalabilité, hein. La mise à l'échelle, pour parler français, c'est-à-dire que délivrer mon service pour 10 clients et pour 1000 clients peut se faire avec quasiment la même structure de coût. Donc il faut savoir, en fait, aujourd'hui, je suis à combien de potentiel et jusqu'à quand je peux le tenir. Donc déjà, maîtriser son modèle, c'est la première des choses. Pour justement ne pas se brûler les ailes, ne pas brûler ses financements, ne pas se mettre en danger. La deuxième chose, c'est bien comprendre ce qu'on apporte. Quel est son avantage concurrentiel ? Je suis un acteur de tel domaine par rapport à tous les autres. Quand je regarde un petit peu mes spécificités, quelles sont les 3 choses qui me différencient vraiment de la concurrence, où je sais que je suis quasiment unique. Ce que je délivre ou comment je le délivre est particulier à moi-même. Ça veut dire que quand je mets ça sur la table avec mon partenaire, je sais que personne d'autre ne peut lui faire la même proposition. Donc c'est le deuxième élément, c'est vraiment être conscient de ces avantages concurrentiels. En langage startup, on dit les différenciants, c'est 3 différenciants. Le troisième point, c'est éventuellement avoir la capacité peut-être de faire tester son produit aussi. D'accord. C'est aussi un point important. Le partenaire ne réalisera pas le potentiel tant qu'il n'a pas la chose entre les mains, surtout quand ce sont des nouveaux produits ou quand c'est une approche complètement nouvelle. Il y a une histoire qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, c'était, j'ai oublié le nom de cette start-up américaine, mais ils étaient dans le booking pour les restaurants. Ils avaient proposé une machine qui permettait aux restaurants de gérer des réservations en ligne. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils installaient finalement ce device au niveau du concierge du restaurant. Donc le concierge gérait ses réservations par téléphone,
Tu vas aller au restaurant, t'appelles, bonjour, Cédric, restaurant, je voudrais bloquer une table pour 6, etc. Donc il y avait la partie booking classique, avec le concierge au téléphone qui avait son réseau aussi de clients, qui l'appelait, qui relançait les entreprises. Et puis il y avait ce device finalement qui gérait les 30-40% d'inoccupation en les rendant disponibles en ligne. Donc l'application permettait de voir que chez Cédric, il y a 12 tables de libre, et puis sur ces tables-là, on peut avoir un coupon de réduction, donc finalement, on peut réserver en ligne. Et cette boîte-là, qu'est-ce qu'ils ont fait au départ ? Puisqu'ils avaient besoin des restaurants, c'était leur partenaire naturel pour leur croissance, ils sont allés vers les restaurants en leur disant, écoutez, je vous donne cette machine, je vous la mets à disposition pendant 2 mois, 3 mois, gratuitement. Et les restaurants, bon, ok, d'accord, on va voir. La plupart ne comprennent pas trop la tech, ils se disent, bon, c'est un truc, ça va me coûter du courant, c'est dans un coin, pourquoi pas. Et il s'est avéré que la plupart des restaurants qui ont adopté ce service-là ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires, leur nombre de réservations de 18 à 20%. Donc ça veut dire que beaucoup de leurs couverts, finalement, étaient disponibles et réservés. Après 2 mois, qu'est-ce que la start-up fait ? Elle arrive et dit, bon, moi je viens, je récupère ma machine. Et là, le patron du restaurant, ça fait 3 mois qu'il a ses chiffres qui montent. Tout à fait. Le rapport de force est différent. Oui, tout à fait. Il se dit, bon, ok, monsieur, excusez-moi, votre produit coûte combien ? Et là, la discussion, elle est beaucoup plus rationnelle. Ouais. Parce que le restaurateur a vu sa croissance, l'entrepreneur lui-même a vu la croissance qu'il a générée. Et donc, il peut choisir un pricing qui sait être concurrentiel. Je vous apporte $100, si je vous facture $30 pour ça, c'est viable. Vous voyez ? Donc, il y a ce côté aussi où il faut être en mesure, rapidement, pour le partenaire, de rendre son produit accessible. Il faut se dire que ce sont des paris parfois qui peuvent être coûteux, mais quand la croissance dépend de ses partenaires, c'est très avantageux, très vite aussi, dès qu'on a un produit viable, de le faire tester et de le rendre accessible dans les conditions réelles. Ouais. Là, le partenaire voit la chose, se dit effectivement, je ne peux pas me passer de Cédric, en fait. Il a vraiment la solution à mon problème. Tout à fait. Tu vois, c'est cette approche-là qui motive aussi des choix d'investissement que ces partenaires vont prendre. Donc, c'est un peu... Nous, à notre niveau, on l'a testé sur pas mal de points, le test gratuit, la mise à disposition. Et ça marche ? Ça a marché, ça fonctionne. Ça a fonctionné, oui. Okay. Parce que on avait identifié pour notre business un des freins, c'est justement l'accessibilité. Pour accéder à cette technologie, la plupart des clients avaient beaucoup de débours. Il fallait sortir beaucoup d'argent. Il faut investir dans le device, il faut investir dans l'abonnement. Et l'abonnement, il est fermé à 1 an. Donc, tu veux équiper 30 voitures d'un coup. Tout de suite, le DAF te dit non, c'est mort. Ça ne passera pas parce qu'il faut que je budgétise ça pour l'année prochaine. Or, nous, on arrive et on dit à ce même DAF, en fait, ça ne vous coûte rien de le tester. Vous n'avez qu'à payer le déplacement d'un technicien, tu vois. Avec ce modèle de Canal, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis des box partout. Hein. Tu as la box chez toi, tu ne payes pas le boîtier en tant que tel, et puis tu consommes ton programme télé, et à la fin du mois, tu payes ton abonnement. Tout à fait. Donc, l'acquisition du service ne doit pas être un frein, parce que finalement, c'est sur le service qu'on crée de la valeur. Donc, nous, on s'est dit, rendons ça accessible, ça va nous coûter, mais on va étudier un modèle qui fait que ça reste viable pour nous, et surtout, ça donne une motivation au commercial derrière de très vite convertir le testeur en client. Et une fois qu'il est client, on est sur la rétention, on fidélise, et puis on a évacué l'obstacle de « j'ai pas les moyens d'accéder à votre service ». Tout à fait. En fait. Voilà. Tout à fait. C'est un peu ça. Et ça, c'est pour moi le point essentiel dans la notion de partenariat. Il faut que le produit soit accessible et que très vite, le partenaire sente qu'en fait, il lui manquait vous. Tout à fait. Jusqu'à ce que Cédric arrive pour me proposer ce format. En fait, j'aurais dû l'appeler depuis. J'avais vraiment besoin de ça. Et ça marque un coup parce que tout de suite, le partenaire est orienté. Je vois l'effet que ça a sur mon business. Nous, le client le voit rapidement. Très vite, il a un meilleur contrôle, une meilleure traçabilité, meilleur recouvrement. Et puis, c'est concret. C'est très vite concret. Et tous les acteurs de l'entreprise vivent ce côté concret. Le DAF le voit, le directeur général le voit, le RH le voit. Donc, pour un business, pour une start-up qui a en plus de ça un produit innovant et qui est convaincu que son innovation fonctionne, très vite, il faut la rendre accessible. C'est la meilleure façon de voir que ce qu'on a écrit sur le papier un jour en proposition de valeur
est une réalité. D'accord. Et là, on prend des bonnes décisions. Ouais. Donc, Tout à fait. C'est ce dernier point-là que Ok. je pense doit être dans le petit chapeau magique de tous les entrepreneurs. Il ne faut pas avoir peur de faire tester des choses. Ok. Et est-ce que tu as des éléments que tu veux partager par rapport à l'environnement? En fait, moi, mon constat, c'est, et tu me diras, bon, après, ça peut marcher pour des secteurs, ça peut être le cas pour des secteurs et pas pour d'autres, mais je ne sais pas si tu as une lecture moyenne. Mais moi, mon constat, effectivement, c'est que une entreprise va rarement s'engager avec un partenaire qui n'a pas la capacité de pouvoir lui fournir un service. Je dis par exemple, moi je travaille dans le conseil, stratégie, management, donc c'est peut-être une industrie qui est un peu différente de la vôtre, d'ailleurs beaucoup je pense. Mais quand on répond à des appels d'offres par exemple, le client, le potentiel partenaire va dire, OK, moi voici les critères qui sont les miens pour que je travaille avec vous. Tu vois. Et moi, la réflexion que ça m'amène, c'est ça peut être parfois contraignant. C'est-à-dire, et peut-être parfois, si tu es une startup, tu as besoin d'avoir soit une bonne communication pour pouvoir te positionner là-dessus, ou avoir une approche stratégique qui est vraiment bonne, en disant, OK, je vais vers ce partenaire, mais par exemple, je mobilise un plus gros, je vais en consortium, etc. Et en fait, moi, je voulais que tu me partages un peu ton point de vue sur l'environnement local. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile? Donc, bien sûr, on a les éléments que je viens de mentionner qui sont très pertinents. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour ces startups, hein? Je veux dire, une startup, par exemple, qui a un service qui est un vrai service ou qui a un produit qui est bon, mais est-ce que c'est facile pour ces startups-là de se mouvoir, de se développer? Ça a été peut-être le cas pour Posi, mais en moyenne, est-ce que c'est simple? Est-ce que les gros acceptent que les petits rentrent ou les aident à rentrer dans... Alors, je vais te partager une expérience. Je crois que je l'ai encore quelque part par là. À l'époque, je décide de lancer un produit que j'appelle touchscreen, des écrans de communication dans les taxis. D'accord. Pour ceux qui voyagent, qui voient un peu ailleurs, quand on rentre dans un taxi, il y a un écran. Sur cet écran, on voit un petit peu où est-ce qu'on se trouve, on découvre la ville, on voit des services, on voit les restaurants, c'est du divertissement, etc. Donc on se dit, en 2015, en réalité, quand je lance la première activité qui est la mienne, c'est pour avoir ces écrans qui circulent dans les taxis. D'accord. Donc touchscreen, c'est une régie d'écran connecté. Voilà, c'est comme ça que je présente le produit et je vais voir des annonceurs. Donc, je vais vers RTL à l'époque, je vais vers Canal+. Je cible des marques qui ont vocation à communiquer aux passagers des taxis. Ouais. À l'époque, on n'est pas encore sur tous les forfaits 4G, etc. Donc, on n'a pas un gros niveau d'adoption de airtime sur son téléphone. Donc, je me dis, quand un passager rentre dans le taxi, il est disponible, c'est du marketing passif. Et il a l'opportunité, via cet écran, de recevoir de l'information. On monte tout un programme de divertissement, et puis entre deux programmes, on balance de la publicité. C'est intéressant, tu vois, et on part avec cette idée que ça va faire fureur. Moi, je me dis, on a des écrans 4x3, on a la radio, il y a la télévision. Ouais. Quid du parcours quotidien de beaucoup de personnes? 60% des habitants de Libreville prennent le taxi, et ces gens, pendant leur trajet, sont disponibles. Donc le schéma, le calcul est rapide et puis ça ressemble à une mine d'or en réalité. Donc on se lance là-dedans, on développe le produit. Le produit fonctionne, c'est un lecteur géré à distance qui permet aux annonceurs de mettre leur publicité sur la plateforme et de s'assurer avec un contrôle direct que leur pub passe dans tant de véhicules à tel endroit. Donc vraiment, pour moi, c'est Minority Report, c'est le futur. On fait une étude de marché sur le prix que payent les annonceurs pour leur publicité. Et puis on se dit, bon, ça, allez, à 1 750 000 balles par mois de la campagne, ça passe. Très optimiste, on va voir les marques, on présente cette chose-là. Et dis-toi bien que ça n'a pas marché. Mais pas du tout. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai quelques raisons à posteriori. Mais la raison sur laquelle je me suis concentré, c'était d'abord que
le décideur, celui qui est en face de moi au moment où je présente mon produit, n'a aucune idée de ce qu'est la réalité que je lui présente. Le directeur financier, le directeur général ne prend pas le taxi, ne sait pas ce que c'est, n'a pas la vision de 180 personnes par jour qui rentrent dans un véhicule, qui en sort. Ouais. Tu vois ? Et il me manque de la preuve. Il me manque un spot, peut-être vidéo, qui montre cette réalité. Il me manque des éléments de langage. Il me manque un marketing. En fait, le produit n'était pas marketé. L'environnement du produit n'était pas marketé. Et donc, les gens n'avaient pas accès au potentiel et à l'opportunité que ça représentait. Donc, ils sont restés sur des schémas classiques. Pour eux, une annonce publicitaire se fait à la radio parce qu'ils maîtrisent. Ils ont les métriques. Sur un 4x3 parce qu'ils le voient passer quand ils font leur trajet en route. Ouais. À la télévision parce que quand ils annoncent qu'avant le match de Champions League, je vais voir ma marque, lui, il se met et il le voit. Ouais. Donc, c'est une réalité qui est que le décideur peut appréhender. Sauf que mon nouveau produit, en fait, ça n'a rien à voir. Donc, il faut que je fasse cet effort d'éducation. Il faut que je close ce gap-là pour que le décideur puisse décider d'investir. En fait, parce qu'il prend un risque, hein, c'est nouveau. Donc, pour tous les nouveaux produits, c'est pour ça que je disais que le premier élément, c'est est-ce que c'est viable, est-ce que mon produit est bien marketé ? Ouais. Parce que sinon, je vais devoir ramer et en réalité, je peux avoir la meilleure idée du monde. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que ce n'est pas la bonne audience et surtout, peut-être que je n'ai pas fait l'effort de bien monter ce produit pour qu'on le perçoive comme un vrai game changer et un bénéfice. Et là, c'est là où toutes les petites recettes dont je parlais tout à l'heure, faire tester les choses, etc., rentrent en jeu. Ouais. Tu vois, c'est important. Donc, je dirais que l'environnement, il est difficile et c'est normal. Si c'est facile, moi je dis souvent, c'est mon beau-père qui me le dit, si c'est pas facile, si c'est pas difficile, tu vas pas dire gloire à Dieu en fait. Il faut qu'il y ait de la difficulté, tu vois. Il faut qu'il y ait de la difficulté. C'est là que l'opportunité arrive et que ceux qui sont pugnaces, audacieux arrivent à la saisir. Donc, on se lance pas pour que ce soit facile. On se lance pour résoudre des vrais problèmes. Par contre, dans notre environnement aujourd'hui où finalement, le standard, c'est soit la grande pointure, la grande boîte de conseils, pour revenir à ton sujet, qui a ces schémas qui font office de standard qu'on doit respecter. Et finalement, on regarde les petits comme des personnes, ce n'est pas des gens fiables. Bah, le petit doit s'adapter là-dedans. Il doit comprendre en fait que, bon, je suis petit, mais j'ai quand même des atouts et des forces. Et ces atouts et ces forces sont des choses dont ses clients ont besoin. Donc, il faut faire l'effort de pédagogie. Il faut faire l'effort de comprendre, c'est un peu la stratégie Océan Bleu, qu'il y a aussi des non-clients. Il y a des clients que mon business va adresser naturellement parce qu'ils ont cette éducation, mais il y a des clients que mon business va intéresser mais qui n'ont pas encore l'éducation vers qui je peux aller. Tout à fait. Avec peut-être une autre approche et de dire, bon, bah, à ces gens-là, je vais proposer du conseil peut-être hybride, je vais proposer du conseil peut-être avec un prix d'entrée plus faible mais des services additionnels. Donc, il y a toute une stratégie à travailler. Moi, je suis convaincu que les clients existent. Et dès qu'on en a un nombre critique par rapport à son business model pour dire j'en veux 10, 5, 20 par an, on les identifie dans le mix, on fait une liste, on trouve et puis on attaque. On attaque le marché. Quand j'ai lancé l'agence Touch sur la base de cet échec, on s'est très vite dit bon, il faut qu'on arrête de dépenser de l'argent pour ce réseau. Donc on a shut down tout le projet. Mais la plateforme logicielle aujourd'hui, c'est ce qui a servi à Posi. Parce qu'en fait, les taxis, on les suivait grâce à du tracking. D'accord. Donc, c'est devenu Posi, finalement. C'est devenu un autre sujet. Mais ce qui est resté côté agence, c'est la curiosité. Moi, j'aime beaucoup la com. Et je me suis dit, bah, comment je fais pour travailler avec des grosses marques ? Pour moi, qui suis une agence indépendante gabonaise, dans un marché où les médias sont tenus par les gros annonceurs filiales de gros groupes. Donc, je dois trouver ma place là-dedans. Quel est l'élément dont tout le monde a besoin, que je suis en mesure de fournir à coup sûr et que les gens sont prêts à payer aussi ? C'est la créativité. C'est les contenus audacieux, comme celui que tu es en train de mettre en œuvre. Tu vois, et là, tu te dis, bon, bah, je vais le faire pour 1, 2, et les autres vont en entendre parler. Touch Innovative, ça a été ça. C'est vraiment la création, le digital et les contenus innovants. Donc, toutes nos campagnes, qu'on ait travaillé pour des grosses ou des petites marques, on a mis l'accent sur la créativité, sur le local content. Et aussi, on s'est positionné sur un créneau où d'autres personnes n'existaient pas. On est la première agence à avoir développé un blog. On faisait du contenu, décryptage de campagne, décryptage de ce que les grands annonceurs font, décryptage de ce que les marques sont.
décryptage de comment est-ce qu'on crée un logo. Et on a développé un blog qui est devenu ensuite un mailing. Et tu vois, ce mailing, avec les outils de tracking, on a vu qui l'ouvre, qui le partage. Ça fait que quand je vois que Cédric, DG de telle entreprise, a ouvert mon mail, mais je l'appelle. Bien sûr. Ouais. Allô, Cédric, ça t'intéresse ouais, apparemment ce sujet. Oui, ouais. viens voir mon responsable com. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre chemin d'entrée dans ce marché qui est finalement tenu par des grosses pointures. Mais voilà, on a travaillé pour Total, on a travaillé pour Eramet, on a signé quand même des grosses campagnes aujourd'hui qui ont fait écho sur notre petit marché. Donc, c'est pas impossible. Moi, je pense qu'il faut trouver les angles d'attaque. Ouais. Si on est convaincu, si on a fait ce choix, c'est pas pour rater, c'est pour forcément trouver la façon de gagner de l'argent. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup aussi partager, c'est à l'époque de la quête Gold Rush aux États-Unis, la ruée vers l'or. Tout le monde allait chercher la pépite. Ouais. Mais le mec qui a gagné le plus d'argent dans la période, c'est pas quelqu'un qui avait une mine d'or, c'est le mec qui vendait les pioches et les pelles pour aller creuser. Tu vois, donc dans tout cet environnement, c'est une question de positionnement, être conscient de ses forces et puis faire le nécessaire pour que les écueils d'aujourd'hui finalement soient des opportunités. Ouais. Et voilà, malheureusement, je veux dire, la réussite n'est pas à la portée de toutes les expériences, mais je crois que la capacité d'apprendre de ces échecs est par contre disponible pour tout le monde, parce qu'on rate tous. Ouais. On rate tous. On doit avoir une culture de l'échec. Il faut savoir que rater aujourd'hui, c'est apprendre pour demain. Rater aujourd'hui, c'est la défaite. Non, ça, en général, on n'a pas compris. Mais si on comprend qu'on a raté quelque chose et qu'on en apprend, on rebondit, on apprend, on enregistre de nouvelles expériences, et ça nous permet de nous repositionner. C'est ça, je crois, qui fait l'excitation de l'entrepreneur. Ouais. Si je ne trouve pas mon couloir sur cet axe-là, il y en a d'autres qui existent où je peux peut-être trouver mon positionnement, ainsi de suite. Et je pense que ce sujet sur la négociation, sur les partenariats, sur avec qui fonctionner, comment, c'est intéressant aussi parce que il y a un aspect de l'entrepreneuriat qu'on est souvent très seul. On est souvent isolé, on est dans un coin et puis on broie un peu du noir quand les portes se ferment tout en même temps. Mais c'est bien aussi de se dire, on va peut-être s'associer en confédération, en syndicat, en association. C'est aussi ça, des partenariats. C'est-à-dire, bien sûr, je suis conseil tout seul. Peut-être que sur une branche complémentaire de ce que moi je fais peut-être pas bien, mais que l'autre fait bien, on peut se trouver un mode de fonctionnement ensemble et puis paraître à 3, 4, 5 finalement aussi gros que ceux qui le sont. Les grosses maisons de conseil, ce sont des associés au final. Bien sûr, les grandes maisons d'avocats, ce sont des associés. Donc compter sur la force collective pour justement exister. Et là, on a aussi un challenge culturel au Gabon, c'est qu'on n'a pas on nous incite pas à ce genre d'expérience où vraiment on fonctionne ensemble, on pratique l'Ubuntu, la mutualisation. Et dans la recherche de partenariat, il y a aussi ça. Il y a le partenariat commercial, technique, on l'a vu, mais il y a aussi le partenariat, l'échange là, constant, d'ouvrir les portes les uns pour les autres, etc., qui fait qu'on gagne tous, quoi. Donc moi, j'y crois beaucoup. Et je pense que notre environnement est peut-être difficile, mais c'est un super environnement pilote. Les clients gabonais sont très exigeants. Ils sont très éduqués, ils sont très fins, ils ont beaucoup de goût. Et donc, réussir à convaincre, j'ai envie de dire, une marque ou un client ici, c'est s'assurer également, je crois, du succès pour d'autres territoires où les gens ont une approche plus pragmatique finalement de ce qu'ils vont consommer et payer. Ailleurs, c'est souvent le prix. Chez nous, c'est souvent la qualité. C'est la qualité qui va primer. Le prix vient peut-être un peu au début, mais ce n'est pas l'élément décisif au final. Et même dans le conseil, moi je vois avec la communication, on a des clients qui ont accepté de payer des vrais prix, mais parce qu'au départ, il a payé un tout petit prix pour un résultat qui était mitigé. Voilà, c'est un peu ça. Ok, Loïc, merci pour cette presque heure d'échange, d'éléments pertinents par rapport au partenariat. Comment on fait quand on est une start-up,
quand on veut grandir, etc. C'est un très bel échange. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes auront beaucoup de choses à retenir de cet échange. Et voilà, je ne sais pas si tu as un dernier élément à partager. Alors, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Merci surtout pour l'opportunité que tu me donnes de partager ça. C'est toujours un plaisir de revenir sur ce genre d'épisode. Et puis, on est toujours en marche Bien sûr. vers la réalisation de ce qu'on a démarré, hein, que ce soit Posier, que ce soit Touch. Donc, moi, mes paroles, c'est toujours d'être encourageant pour ceux qui ont pris cette démarche d'entreprendre. Sous nos cieux, c'est encore rare, donc il faut l'encourager, et surtout, il faut qu'on soit ensemble. Donc, je suis très heureux que tu aies démarré ce genre de contenu. Ça va fédérer encore cette communauté que nous sommes. J'espère. Et j'espère que de nombreuses personnes vont partager aussi leur parcours, parce que j'ai pris plaisir à écouter les précédents, celui de Fabrice sur la finance, celui de Yannick également. Donc c'est toujours enrichissant quand on est à son bureau de pouvoir écouter un peu ce genre de contenu. Donc félicitations à toi. Et puis, écoute, que le succès soit au rendez-vous de ce podcast. Merci. Au revoir. Au revoir.